Merci. Alors, je suis, à vrai dire, remplie de questions, dont une principale qui est celle de l'effectivité de la loi, qui, à mon avis, va être au centre de nos préoccupations, puisqu'elle est déjà, au fond, cette problématique de l'effectivité. Mais je ne vais pas poser la question tout de suite, puisque le professeur Aubry va peut-être y répondre. Donc, nous accueillons le professeur Aubry, qui est professeur de médecine, responsable du pôle autonomie au CHU de Besançon et membre du comité consultatif national d'éthique, travaillé avec M. Claes en qualité de co-rapporteur de l'avis sur les enjeux éthiques relatifs aux situations de fin de vie. Alors, je ne sais pas si ce micro fonctionne. Au cas où, je vous passe celui. Merci beaucoup pour cette invitation. Et non, je ne pense pas que je vais répondre à votre question. Je ne pense d'ailleurs pas que je vais répondre à beaucoup de questions d'ailleurs. Et j'espère au contraire soulever beaucoup plus d'interrogations. Mais je vais peut-être parler en complément de ce qu'a dit Alain Claes, de là où je suis différent de lui, puisque nous sommes tous les deux membres du comité national d'éthique, que nous avons coordonné ensemble cet avis, pas si simple que cela à coordonner. Et ce qui me différencie, c'est que je n'ai pas sa vision de parlementaire, j'ai une vision de médecin. Et donc je vais peut-être parler aussi de là où je me situe. J'ai longtemps dirigé, j'ai créé même un service et dirigé le service de soins palliatifs. Je me suis beaucoup investi dans le domaine des soins palliatifs de fin de vie, dans le domaine de la gériatrie également. Je m'occupe d'un pôle qui s'intéresse à la question des vulnérabilités, puis je vais y venir parce que ça m'apparaît assez central. Et puis j'ai dirigé une équipe de recherche qui a beaucoup travaillé sur ces questions de désir de mort, de demande de mort. Et en tant que chercheur, je peux vous dire que plus j'avance en âge, moins je suis sûr de moi, mieux je me porte. Donc je ne vais pas vous dire là, la recherche, ça ouvre vers le questionnement, c'est toujours un ça. Alors peut-être je vais diviser mon propos en trois parties. D'une part, je voudrais vous dire un peu comment, de là où je peux me situer, je vois l'évolution des situations relatives à la fin de vie, du fait même des avancées de la médecine. On ne parle plus de la même chose aujourd'hui lorsqu'on parle de fin de vie, ce n'est pas la même chose que ce que j'ai pu voir il y a 20 ans, 30 ans, lorsque j'étais jeune médecin, je m'en expliquerai. Ça vient changer un peu le paradigme dans lequel nous réfléchissons, et donc il faut vraiment, à mon avis, regarder les choses. Le même terme n'a plus tout à fait le même sens qu'il pouvait avoir avant, lorsqu'on parle même de fin de vie, me semble-t-il. Le deuxième aspect de mon propos, ça sera peut-être d'interroger les différentes formes d'aide active à mourir, même si Alain l'a déjà fait, mais en les interrogeant à travers du prisme précisément du respect de l'autonomie de la personne. Puis la troisième partie de mon propos sera d'interroger la place de la médecine dans cette affaire, place qui est de toute façon relative, qui me semble important d'aborder si on veut qu'effectivement, si la loi évolue, elle soit appliquée, prise. L'esprit de cette loi éventuelle va être extrêmement important, me semble-t-il, à bien définir. Alors, les nouvelles réalités, alors, je ne vais pas y passer 2 heures, d'abord parce que je ne dispose pas de 2 heures, mais il est assez simple de se rendre compte que nous, corrélativement au véritable progrès dans le domaine de la médecine et de la science, je vous propose qu'on ne discute pas la notion de progrès. Je ne suis pas révisionniste. Tous les jours, je vois combien on guérit aujourd'hui de maladies dont on mourait encore il y a quelques décennies. Je vous propose qu'on passe là-dessus. Mais il y a un angle mort du progrès, si on peut dire les choses comme ça, c'est le fait, aujourd'hui, parfois, de ne pas pouvoir guérir d'une maladie, mais de pouvoir vivre avec. Et de vivre en étant confronté
beaucoup plus longtemps dans le passé à la question de sa propre finitude. Que ce soit lié à l'âge, je ne parle pas là aussi de la vieillesse, j'aime pas ce mot-là, mais enfin je l'emploie quand même, la vieillesse réussie, on parle de cela, mais je parle de personnes qui sont confrontées du fait de leur avancée en âge à différentes problématiques qui d'ailleurs sont une vraie difficulté pour la médecine, ce qu'on appelle la polypathologie. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont porteurs de plusieurs maladies synchrones, ça vient modifier complètement le paradigme d'approche de la médecine. Associer parfois ces polypathologies à des questions relatives à la perte de leur indépendance fonctionnelle, parfois même une altération de leur autonomie. Je pourrais rapprocher de cette réflexion une autre réalité qui est par exemple issue des progrès évidents. Si je prends la maladie qui est le cancer par exemple. Le cancer est une maladie dans laquelle il y a eu des progrès incroyables. Enfin, on m'aurait dit il y a 30 ans qu'on soignerait, qu'on guérirait plus de la moitié des cancers, ce qui est le cas aujourd'hui. J'aurais eu du mal à le croire. C'est une réalité. Mais ce à quoi nous n'avons pas pensé, c'est que, corrélativement au fait que l'on guérit de ces maladies, on permet à des personnes de vivre avec une maladie, et parfois une maladie qui a déjà évolué, qui a donné lieu à des complications, ou dont les traitements eux-mêmes sont source d'inconfort, de perturbation de la qualité de vie. On a ainsi des personnes qui vont vivre avec une altération de leur indépendance. On peut même dire parfois que certaines personnes qui sont guéries ou considérées comme guéries ne vivent pas si bien que cela, le fait d'avoir été malade et d'en sentir encore des effets. Et puis si je me tourne vers d'autres segments, Alain faisait référence à Vincent Lambert. Pour moi, c'était... j'ai participé de l'expertise du dossier de Vincent Lambert, parce que je trouve que cette affaire était très compliquée, mais j'ai aussi, en tant que chercheur, travaillé sur les 1500 personnes qui sont en état végétatif chronique en France. Et je peux vous dire que, finalement, c'est aussi un fait, ou un fait corrélatif au progrès. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut intervenir très vite en médecine neurovasculaire, peu importe, pour arrêter une hémorragie dans le cerveau ou enlever un caillou à l'intérieur du cerveau, qu'on permet à des personnes de ne pas avoir de séquelles, à d'autres d'avoir des séquelles très modérées, puis à d'autres encore de vivre alors qu'elles seraient mortes, avec des séquelles impensables. Qu'est-ce qu'est la vie avec un état végétatif chronique? Voilà une question à laquelle je ne sais pas répondre, entre autres. Est-ce même de la vie? Qu'est-ce que la vie? Je vous laisse méditer sur ces questions, mais voilà. Et puis je terminerai par un autre exemple pour être très pragmatique, c'est celui d'un segment qui est celui de la neurologie, les maladies neurodégénératives. Longtemps, quand j'étais jeune interniste, la neurologie c'était une discipline un peu contemplative. On faisait des diagnostics, on examinait finement les gens, puis on finissait par dire, malheureusement, nous ne pouvons rien. Et voici que l'on commence à voir poindre, on va d'ailleurs probablement en parler au sein du Comité national d'éthique pour certains aspects, des possibilités thérapeutiques pour des maladies neurodégénératives qui jusqu'à maintenant ne faisaient l'objet d'aucune possibilité. Fort de l'expérience, par exemple, des progrès dans le champ de la cancérologie, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut que nous sachions que si l'on guérit des patients, on va probablement permettre à d'autres patients de vivre de plus en plus longtemps avec une maladie de plus en plus grave. Et qu'est-ce que vivre longtemps avec une maladie de plus en plus grave, une maladie qui est marquée par des pertes successives, jusqu'à ce que ces pertes puissent apparaître comme insupportables à certains. Il ne s'agit pas de normer quoi que ce soit dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer avec la médecine des situations qui vont nous confronter à ces questions de demande de ne plus vivre comme ça. Donc, je crois qu'on peut avoir un positionnement, des références morales autour de tout ça, mais vous voyez, j'essaie d'avoir une approche très pragmatique pour appréhender ces questions-là, en me disant, mais comment faisons-nous aujourd'hui? Comment allons-nous faire demain pour faire face à ces situations vis-à-vis desquelles, je parle en tant que médecin, nous avons une responsabilité. On ne peut pas ne pas accompagner ces situations de vulnérabilité que nous contribuons nous-mêmes à générer. Et accompagner ces situations, c'est certainement pas abandonner les patients, y compris si les patients
expriment des demandes d'aide active à mourir. J'y reviendrai. Je passe à la deuxième partie de mon propos. J'ai amené mon téléphone, mais j'ai oublié de l'actionner. Donc ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. 9-12. 20, oui, c'est ça. Donc, je suis au milieu du gué, mais sur ces possibilités... Alors, pardon. Arrive petit à petit, et de façon de plus en plus prégnante, des patients qui expriment des demandes de ne plus vivre comme ils vivent. Qu'est-ce qu'une demande d'aide active à mourir? Est-ce que c'est toujours une volonté, une demande? Une demande n'exprime pas toujours une volonté. Une demande exprime une aporie, littéralement. La vie n'est plus n'a plus de sens quand, par exemple, pour des raisons de douleur, vous êtes envahi par votre champ de conscience est totalement envahi par un inconfort, une douleur, qui fait que chacun d'entre nous a eu, je pense malheureusement, des expériences avec la douleur. Eh bien, la douleur peut rendre insupportable la vie. Donc il apparaît évident, je crois qu'il y a le téléphone qui sonne là. Il apparaît évident que la réponse à une demande qui intervient dans un tel contexte, c'est probablement, enfin de toute évidence, plutôt de répondre en atténuant, voire en calmant la douleur. Et cette expérience que nous avons, cette possibilité que nous avons d'arrêter des douleurs, nous a montré dans les travaux que nous avons faits que nous arrêtons ainsi, nous modifions le cours de certaines demandes. Je voudrais... C'est pas grave, c'est juste un peu perturbant. Pardon. Donc, autre situation pour laquelle... Autre situation pour laquelle... Pas le casser quand même. Oui, ça vaut pas la peine. Autre situation qui peut nous éclairer sur le fait qu'une demande peut être influencée par une pression qui n'est plus intérieure, comme la douleur, mais extérieure, comme les normes sociales. J'ai été impressionné dans des travaux que j'ai pu contribuer à coordonner par l'augmentation, le poids de ce que certaines personnes âgées en particulier, mais aussi certains malades chroniques, indépendamment de leur âge, peuvent éprouver, c'est-à-dire un sentiment d'indignité, le sentiment d'être inutile, le sentiment d'être une charge, le sentiment de ne plus être, qui peut conduire à une demande d'aide à mourir, tellement vivre en ayant le sentiment de ne plus être digne de vivre peut conduire ces personnes à une telle demande. J'attire votre attention sur le fait que, puisque nous parlions de vulnérabilité et donc en miroir de solidarité, tout cela témoigne d'une insuffisance de solidarité vis-à-vis de ces personnes en situation de vulnérabilité. Pour que quelqu'un, dans une société comme la nôtre, du fait de son âge ou de sa maladie, en arrive à penser que parce qu'il est malade ou qu'il est âgé, il est en trop, cela doit interroger notre lien social et la nécessité que nous avons, et j'y reviendrai, de développer des formes de solidarité. Tout ça. On imagine le danger qu'il y aurait à répondre rapidement à une aide active, par une aide active à mourir à une demande, quand cette demande est ainsi analysée comme je viens de le faire. Mais vous voyez combien ceci renvoie à la nécessité, comme Alain le nommait tout à l'heure, de développer de faire des choix politiques d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Qu'on parle de vieillissement, qu'on parle de soins palliatifs, qu'on parle de personnes atteintes de maladies graves et chroniciées, soit nous nous donnons les moyens de cette ambition de la solidarité et nous mettons en place des dispositifs qui vont permettre d'accompagner ces personnes, soit nous aurons une augmentation considérable de ces demandes. 2 points pour différencier quand même 2 types d'aide active à mourir. Alain en a parlé, elles ont fait l'objet d'un débat au sein du comité consultatif national d'éthique. L'assistance au suicide et l'euthanasie. Dans le premier cas, on rend possible l'accès à un produit létal pour
d'une personne qui en ferait la demande, cet accès n'étant bien entendu possible qu'après qu'on ait vérifié que la demande correspond à la volonté, c'est pour ça que je faisais et que le vérifier n'est pas si simple que cela, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'écoute, ça nécessite de l'accompagnement. Et c'est la personne qui elle-même absorbe ou s'administre le produit létal. Même aujourd'hui, je l'ai lu dans le pays frontalier, la Suisse, de mon lieu de domicile, les possibilités de commander un pouce-seringue qui injecte un produit létal avec le contrôle visuel, et donc la possibilité d'agir alors même que les personnes ne sont plus en capacité de le faire physiquement. L'euthanasie implique un tiers, souvent un médecin, qui procède dans un élan de solidarité. Enfin, je pense que je propose qu'on considère quand même qu'on n'a pas de gens qui sont dénués de cette dimension lorsqu'on parle de tout cela, mais qui, quand même, ce tiers s'investit. J'attire votre attention sur le fait, et nous avons étudié ces données, qu'un pays comme cet État des États-Unis qui a dépénalisé l'Oregon, qui a dépénalisé l'assistance au suicide, nous a permis, puisque depuis 1987, me semble-t-il, l'assistance au suicide est dépénalisée dans ce pays, et Alain le disait, il faudrait que l'on prévoie tout de suite les moyens d'évaluer l'effet des politiques que l'on pourrait entreprendre. En tout cas, dans ce pays, on analyse assez rigoureusement ce qui se passe depuis la dépénalisation de l'assistance au suicide. J'ai été impressionné, nous avons été impressionnés en analysant ces données, de voir que parmi les gens qui rentrent dans cette catégorie qui permettent l'accès à un produit létal, alors que sur ces personnes qui l'ont demandé et qui rentrent dans ce cadre, maladie grave, pronostic à moyen terme, létal, près de la moitié, un tiers à la moitié selon les années des personnes qui ont fait cette demande ne vont pas chercher le produit. Et parmi celles qui vont chercher le produit, un tiers ne l'absorbe pas. Alors, ce sont des faits. L'interprétation que nous pouvons en faire, c'est que cela peut signifier une forme d'ambivalence ultime autour de cette dimension. Et il n'y a pas de, comment dirais-je, de jugement, de posture autour de tout ça. Et je connais cette dimension de l'ambivalence ultime, elle existe, et elle n'est pas aussi présente lorsque vous avez un tiers qui fait à la place d'autrui. D'où la différence que nous avons eue dans l'analyse des fondements éthiques de ces deux formes d'aide activement. J'en viens à la dernière partie de mon propos, qui est la place de la médecine dans tout cela. Je vais peut-être insister sur un premier point, c'est que la place de la médecine, elle est probablement d'interroger l'éthique du programme. Faut-il faire en médecine au seul motif que nous savons faire? Faut-il faire ou engager des traitements lorsque ces traitements aboutissent à faire souffrir? Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre ou à éprouver tout ça. Mais on voit bien aujourd'hui que notre capacité technique, scientifique, peut nous conduire à générer des situations qu'en philosophie on pourrait qualifier d'aphorétiques, littéralement, qui vont enlever le sens à ce que vivre peut vouloir dire. J'en viens à dire qu'il faut qu'en médecine, nous apprenions à ne pas faire. Ce qui n'est pas si simple que ça. Apprendre à décider de ne pas faire alors que l'on sait faire, ça fait l'objet d'un enseignement qui n'existe pas dans le domaine de la médecine, pas assez aujourd'hui. Et c'est l'apprentissage du doute, l'apprentissage de l'humilité, la construction de la réflexion éthique, l'externalisation de cette réflexion pour la rendre interdisciplinaire et pour, in fine, trouver une réponse qui est la moins inadaptée possible à une question. Savoir ne pas faire. Et je pense que nous limiterions des situations qui aboutissent aujourd'hui à des demandes d'aide active. Si maintenant, comme c'est probable, la loi évolue vers une ouverture vers l'aide active à mourir, quelle va être la place de la médecine dans cette affaire? Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et je l'ai dit plusieurs fois, ça n'est pas si simple que ça, ni tant partagé que ça. Je pense que notre rôle est d'accompagner les patients dans leur souffrance, d'essayer de la décoder. Et si cette souffrance amène à une aide active à mourir, le devoir du professionnel de santé, c'est d'être présent dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans la reformulation,
dans la proposition de soins palliatifs, entre guillemets. Et ne pas dire « je suis contre ». Être médecin, c'est mettre autant que possible ses convictions de côté pour respecter la réalité que vivent certains patients. Ça, c'est du soin pour moi, l'accompagnement. Est-ce que, si on passe à l'autre forme d'aide active à mourir, le fait d'injecter ou d'administrer un produit létal, est-ce qu'on peut considérer que c'est un soin? Ça fait débat, et heureusement que ça fait débat. Si ça ne faisait pas débat, là, nous basculerions, à mon avis, dans quelque chose qui serait dangereux. Mais force est de constater que dans le monde des professionnels de santé, le fait d'administrer un produit qui va faire mourir quelqu'un peut être en contradiction avec ce que soigner peut vouloir dire. Je ne prends pas de position dans mon propos. Je dis simplement, et c'est heureux, que ça questionne. Donc vous voyez que les problématiques sont assez différentes selon que l'on s'orientera vers la question de l'assistance ou selon que l'on s'orientera vers la question de l'euthanasie. Tout en sachant, et nous avons abordé cette question, Alain il faisait référence, et d'ailleurs on a beaucoup entendu parler de rupture dans le cadre du CCNE, mais je vous rappelle qu'en 2000, l'avis 63 du CCNE a ouvert un questionnement sur la notion d'exception d'euthanasie. C'était l'avis 63. En réalité, ce mot n'est probablement pas adapté, mais il y a des situations tellement exceptionnelles au cours desquelles certaines personnes qui ne seraient pas en capacité de se suicider pour des raisons médicales, tétraplégie, que sais-je, peuvent exprimer une volonté qui, si elle a été bien analysée, bien accompagnée, serait celle de pouvoir s'administrer un produit létal. Il faudra bien que, dans une visée de justice, en quelque sorte, nous écoutions aussi ces demandes. Donc, on est en train de préparer quelque chose de simple, hein, c'est moi qui vous le dis, et tout ça est très compliqué, mais si le fil conducteur, c'est le respect de la personne, le respect de la volonté d'autrui, si notre fil conducteur, c'est le devoir de solidarité vis-à-vis du respect de la volonté de la personne, eh bien, je pense qu'il faut que nous nous donnions les moyens, alors peut-être d'une évolution de la loi, mais certainement d'une obligation de développer des politiques actives de développement des soins palliatifs au sens large du terme. C'est quand même parti, hein. La ministre, Mme Firmin Lebaudot, a été chargée de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs. Il se trouve que je fais partie de l'équipe qui réfléchit à la construction de ce projet-là, et je trouve que là, on est en train, enfin, de prendre la mesure de l'importance de ces dimensions dont nous parlons, qui dépassent leur objet. Ce dont nous parlons n'est pas que le fait d'autoriser ou pas l'aide active à mourir. Ce dont nous parlons, c'est qu'est-ce que souffrir veut dire, qu'est-ce que vivre veut dire, qu'est-ce que la médecine a à voir avec cette affaire-là, qu'est-ce que être solidaire peut signifier, jusqu'où va la solidarité. Vous voyez, autant de questions, à mon avis, qui vont appeler des moyens, qui devraient nous permettre à des personnes de ne plus se sentir indignes, tout simplement parce qu'elles sont vieilles ou parce qu'elles sont malades. Je pense que nous aurons fait un grand pas lorsque nous aurons engagé les choses. Alors, il y a eu un avis différent au sein du CCNE. Hein, on avait 8 personnes qui estimaient qu'il fallait différencier. Je le dis peut-être en simplifiant un peu, parce que c'était plus complexe que ça, cet avis différent. Ces 8 personnes pensaient qu'il fallait d'abord avoir développé, et que ce développement ait donné des fruits d'une politique de soins palliatifs avant d'envisager une évolution du droit. Et puis la majorité du CCNE, la grande majorité du CCNE, pensait qu'il fallait engager l'ensemble, puisque on ne peut pas avoir aujourd'hui des situations de confrontation à la question de la souffrance et de la vulnérabilité engendrées par les développements de la médecine sans se sentir responsable. Ce responsable n'est pas coupable sans vouloir de ces situations. Voilà. Je ne sais pas si ce que je vous ai dit est clair, mais en tout cas, j'espère que c'est complexe. Je vous remercie.